Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui déclenche immédiatement des réactions. Conspirationniste. Ce mot vient du latin conspiratio. Con veut dire ensemble. Spirar veut dire respirer. Littéralement, ça veut dire respirer ensemble. À l'origine, une conspiration, c'est un groupe de personnes qui s'accordent, qui se synchronisent, qui agissent dans la même direction. Et c'est à partir de ce sens-là que le mot va, au 20e siècle, changer de nature et entrer dans la culture politique, médiatique et sociale moderne. Avec l'arrivée des médias de masse, de la radio, de la télévision, puis d'Internet, le mot ne désigne plus seulement un acte. Il commence à désigner une manière de penser. Un moment clé dans ce basculement, c'est l'assassinat de John F. Kennedy en 1963. Après cet événement, une vague mondiale de doutes, d'enquêtes indépendantes et de récits alternatifs apparaît. Des commissions officielles publient leurs conclusions. En parallèle, des journalistes, des citoyens et des chercheurs proposent leur propre lecture des faits. À partir de là, l'expression théorie du complot entre dans le langage courant et devient un signe qui place les gens d'un côté ou de l'autre. Ce qui marque les esprits, c'est que Kennedy lui-même, peu de temps avant sa mort, a prononcé un discours devenu célèbre où il parle de sociétés secrètes, de pression invisible et de structures de pouvoir qui opèrent dans l'ombre. Il insiste sur le rôle fondamental de l'information et de la presse dans une société démocratique. Il parle du pouvoir, du silence et de ce que ça produit sur une population quand trop de décisions se prennent à huis clos. À partir de là, le mot conspirationniste commence à circuler comme une étiquette sociale, parfois utilisée pour situer quelqu'un dans une discussion, parfois pour le placer à distance du débat. Dans cette culture du 20e siècle, certaines figures deviennent des repères intellectuels pour des millions de personnes qui cherchent à comprendre les mécanismes du pouvoir, du langage, de l'argent et de l'information. Prenons George Orwell. Ses œuvres comme 1984 ou La ferme des animaux deviennent des points d'ancrage pour réfléchir à la surveillance, à la propagande, au contrôle de l'information et au rôle du langage dans la vie politique. Pour beaucoup, ces livres servent de lentille pour observer la relation entre l'individu et les systèmes qui l'entourent. Aux États-Unis, William Cooper marque profondément les années 80 et 90. À travers ses émissions et ses livres, il propose une lecture globale reliant gouvernement, armée, élite financière et secret d'État. Son travail devient une référence culturelle pour ceux qui s'intéressent aux structures cachées du pouvoir. Au Royaume-Uni, David Icke développe une vision dans laquelle des élites invisibles influencent les institutions et les sociétés. Ses conférences et ses écrits circulent à l'échelle internationale et alimentent une réflexion sur la concentration du pouvoir et de l'influence des systèmes médiatiques. Ici, au Québec, Serge Monast devient une figure marquante des années 90 à travers ses travaux sur le protocole de Toronto et le projet Bluebeam. Il explore le rôle des technologies, des médias et des récits collectifs dans la formation des croyances et des structures d'autorité. Quand on regarde ces figures ensemble, une chose ressort clairement. On ne parle pas seulement de théorie, on parle de pouvoir, de secret, on parle de ce qui se décide, qui sait et qui reste à l'extérieur du cercle. Et c'est là que le mot conspirationniste devient vraiment chargé. Pour certains, il désigne une posture d'intelligence, de doute, de questionnement et de recherche de la vérité. Pour d'autres, il sert à marquer une frontière, à créer une opposition, à polariser. Il devient un mot qui pathologise, qui transforme une manière de penser en dérive totale. Aujourd'hui, il existe clairement deux camps. Ceux qui reçoivent le monde tel qu'il est présenté, avec l'idée que tout ce qui est fait, c'est pour leur bien. Et ceux qui choisissent de se questionner. Et c'est là que le sens originel du mot reprend toute sa force. Respirer ensemble dans une conscience universelle, une conscience commune, une conscience qui nous dépasse, entre l'information et la pensée, entre ce qui est dit et ce qui est compris, pour construire une relation plus consciente, plus lucide, plus vivante avec la réalité.